Alors je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet en passant à la première table ronde de votre congrès qui va concerner la conciliation entre le leadership et la notion de bien commun. Et j'appelle Sophie Lacroix, Sophie Laurence, Martial Couillot et Michel Grimaud. Eh bien, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde inaugurale. Cette table ronde va vraiment porter sur la perception de ce qu'est le bien commun. Alors, Sophie Lacroix, je me tourne vers vous. Vous avez commencé par une formation en sciences humaines. Vous avez travaillé dans le domaine de la formation, du recrutement, du soin, avant de rejoindre l'enseignement catholique en 2008. Vous avez d'abord été directrice adjointe au lycée Notre-Dame de la Paix à Pleumeur. Et vous avez aussi été chargée là-bas de l'animation de la politique éducative. Vous avez ensuite été à Robin, à Saint-Vincent-de-Paul, à Vienne, où vous étiez responsable de la direction pédagogique du lycée. Et puis, depuis 2015, vous êtes à la tête de l'ensemble scolaire Charles de Foucault à Nancy, qui regroupe 5 unités pédagogiques, qui va de la maternelle au post-bac, et un centre de formation continue. Merci d'être avec nous. Sophie Laurent, je me tourne vers vous. Vous avez été quelques années, vous avez d'abord enseigné au sein de l'école Sainte-Marie à Levallois-Perret. Vous avez ensuite rejoint le groupe scolaire Bossuet et vous dirigez aujourd'hui l'école Notre-Dame de France, qui est dans le 13e arrondissement à Paris. Et vous êtes investi particulièrement dans les projets de prise en charge d'élèves en situation de handicap. Et puis, au sein du SNEL, vous êtes engagé, vous faites partie du bureau académique de Paris. Alors, Martial Couillot, vous avez enseigné en institut médico-éducatif, puis en section enseignement général et professionnel adapté. Ça, c'était au début de votre carrière. Et puis, au début des années 2000, vous êtes installé au Québec. On va reparler du Québec un peu plus tard dans cet après-midi. Vous avez dirigé l'école primaire du Collège international Marie de France avant de rejoindre le Collège Sainte-Anne, dont on reparlera aussi à travers une vidéo. Vous avez pris en 2011 la direction générale du Collège international Sainte-Anne. Et puis, enfin, à votre retour en France en 2015, vous dirigez le groupe scolaire Sainte-Famille Sainte-Ursule à Besançon, qui comprend une école primaire, un collège et un lycée professionnel. C'est tout bon. Alors, Michel Grimaud, vous êtes à côté de moi. Vous avez opté pour le métier de chef d'établissement au début des années 90, après une période d'enseignement. Vous avez d'abord exercé au sein du groupe scolaire Blanche de Castille à Villemomble et de l'école Gerson à Paris. Vous avez encadré des classes maternelles et primaires dans le cadre de ces expériences. Et puis en 2017, vous avez rejoint l'établissement du Panloup à Boulogne-Billancourt comme chef d'établissement du premier degré. Puis depuis 2 ans, comme chef d'établissement coordinateur de cet ensemble 2010 qui accueille 1600 élèves, je le rappelle. Vous êtes délégué départemental aux écoles pour les Hauts-de-Seine et vous siégez aussi au sein du bureau de l'Académie de Versailles. Je vous propose qu'on visionne ensemble une vidéo. Je vous explique le contexte dans lequel elle a été réalisée, c'est important. Les personnes qui ont préparé ce congrès, notamment Benoît Poisson, a profité d'une réunion de travail de votre syndicat, au SNEL, pour interroger un panel de chefs d'établissement. Certains sont délégués académiques, d'autres non. Le point commun de tous ces témoignages, ce sont des chefs d'établissement de terrain qui témoignent dans cet extrait de leur compréhension du bien commun. On les écoute si vous le voulez bien. C'est une question qu'on se pose souvent et c'est un vocabulaire qu'on emploie souvent. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait la même définition en fait. Alors, le bien commun, pour moi, c'est l'intérêt général. Et plus largement, c'est l'épanouissement de tous. C'est-à-dire que les élèves se sentent bien accueillis, que les professeurs soient dans de bonnes conditions de travail, de même d'ailleurs que le personnel non enseignant, que les parents se sentent aussi accueillis lorsqu'ils ont à communiquer avec nous. Quand on accepte cette mission de chef d'établissement, c'est évident qu'on pense d'abord au collectif, que chacun puisse trouver sa place dans l'établissement, aussi bien les élèves que les enseignants, que le personnel non enseignant. Je pense que c'est une des missions fondamentales, effectivement. L'objectif, c'est quand même de les amener le plus loin possible, nos élèves. Donc le bien commun, c'est cette sorte de bienveillance générale qui porte l'élève tout au long de son parcours. Le bien commun, c'est ce
qui va appartenir à tout le monde et qu'on va essayer de faire en sorte d'entretenir et de développer le mieux possible pour le service de tous. C'est déjà et avant tout vivre un projet éducatif ensemble, le soutenir, se battre parfois pour lui, parfois contre les uns et les autres. Et en tout cas, c'est vrai que c'est tout le rôle du chef d'établissement que de préserver, de rappeler ce bien commun et de faire que chacun soit dans le sens de ce bien commun. Travailler pour le bien commun, à mon sens, c'est être capable de se mettre un petit peu de côté, accepter les différences de point de vue, accepter qu'on n'ait pas la vérité et accepter de se mettre au service. Donc au service d'une communauté, en partant du principe que si je rogne un petit peu sur éventuellement mon précaré et mes acquis, ça va servir la communauté au sens large et par définition ça va me servir également. Le bien commun, ça pourrait être en fait une manière de partager un objectif dans le cadre d'un établissement scolaire, un objectif éducatif et pédagogique qui petit à petit en fait, construit quelque chose qui relève d'une forme de trésor, en quelque sorte, le trésor de la relation avec des familles qui nous ont confié leurs enfants, mais bien évidemment une relation avec des adolescents. Et je pense qu'une définition simple du bien commun, ça pourrait être la manière dont ces personnes-là grandissent, se tiennent debout et avancent vers quelque chose de nouveau. Notre école, c'est notre bien commun et peut-être que on y vient par obligation, on y vient par métier, on y vient par quotidien, on y vient par routine. Et parfois, si on se rappelait que c'était un bien commun et qu'il y avait une mission commune, peut-être qu'on y viendrait autrement. Alors c'est peut-être un peu vilain de dire ça, hein, mais oui, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que notre école, c'est notre bien commun et qu'accueillir les enfants dans cet esprit-là, c'est leur donner aussi une autre vision de l'école. Merci. Merci pour ces interventions qui jouent complètement le jeu d'introduction à cette notion. Alors, comme je vous le disais, on va faire un premier tour de table pour essayer de bien comprendre la notion qui nous occupe aujourd'hui. Je voulais m'adresser à vous et puis je poserai la même question à vos collègues. Comment comprenez-vous et vivez-vous au sein de votre établissement la notion de bien commun? Alors effectivement, quand on m'a proposé le sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Et comment je vais faire pour pouvoir y répondre? C'est à ça que sert cette table ronde. Et ben voilà. Alors, ma première démarche a été d'aller interroger en fait les membres de la communauté éducative pour savoir, pour eux, quelles étaient la représentation qu'ils pouvaient avoir de cette notion-là. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu vérifier qu'effectivement, que ce soit les élèves, les étudiants, le président d'OGEC, les délégués syndicaux, tout le monde avait le souci du collectif et l'envie de prendre soin de ce collectif-là. Donc ça, c'était un premier élément. Ce que j'ai pu vérifier également, c'est que derrière ça se cachait une hétérogénéité des représentations. C'est-à-dire que le bien commun n'était pas forcément entendu de la même manière d'où l'on se place. Et donc ça, c'était une première analyse des écarts en se disant, mais au final, tout le monde semble vouloir la même chose, mais peut-être pas tant que ça. Et je dirais que quand on est simplement dans un moment où on est dans le déclaratif, tout le monde a une pensée, je dirais, positive, mais quand il va y avoir des situations sur le terrain qui vont pouvoir être, où on va pouvoir avoir des divergences, où on va pouvoir être en conflit, là justement, chacun va essayer de défendre, c'est ce qui était un petit peu dit dans la conférence au départ, des représentations qui vont être différentes. Et se pose alors la question du rôle du pilote et du rôle du chef d'établissement par rapport à ces différentes représentations, puis par rapport à nos références à nous. Donc voilà. Et quand vous parlez de différence, de perception du bien commun, c'est entre quelle perception et quelle perception? Juste un exemple avant que je donne la parole à votre collègue. On peut, je vais commencer de manière très simple, c'est-à-dire que quand sur des situations qu'on vit tous, à savoir des situations où on peut avoir des élèves qui nous posent des soucis disciplinaires, enfin bon, les enseignants viennent nous voir, puis ils vont nous dire, écoutez, là c'est pas possible, il faut que vous tranchiez, etc. Et quand les situations deviennent un peu plus complexes, on va nous dire mais il faut que vous nous souteniez, nous les profs. Et on est pris dans quelque chose que je qualifierais de violence fondamentale, c'est-à-dire qu'on est pris dans une situation où il va falloir trancher entre lui ou moi. Enfin, voilà.
C'est l'élève ou Et le prof l'intérêt de l'enfant. et l'intérêt de l'enfant. Donc, dans ces situations-là, et M. Slama l'a bien dit, on est véritablement dans un questionnement éthique. C'est-à-dire qu'on a des références, mais c'est que dois-je faire dans ces situations-là? Là, c'est des situations, on va dire, relativement simples, relativement quotidiennes. Mais en tout cas, je trouve que notre métier de chef d'établissement, il est sans cesse traversé par cette question-là. Voilà. C'est très bien illustré dans votre exemple. Je pense qu'on y reviendra dans nos discussions. Vous pouvez garder le micro. On va respecter l'ordre. On va respecter l'ordre. Alors, un petit peu comme pour toi, vous, le bien commun dans votre vie professionnelle et dans votre établissement, c'est quoi? Ça s'illustre comment? Pour moi, le bien commun, c'est tout simplement, c'est l'élève. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'on est tous d'accord, c'est évidemment la réussite scolaire de chaque élève, et puis, comme on dit, le développement du plein potentiel de chaque jeune. Et le bien commun, c'est tout ce qui est autour pour arriver à ça. Et comme tu le disais, je crois que la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes représentations pour arriver à cet objectif-là. Et des fois, on va même se retrouver en conflit par rapport à la façon d'y arriver. Donc c'est un petit peu, je pense, l'objet de la table ronde, c'est toute cette difficulté où, in fine, on est tous d'accord sur l'objet final, mais c'est sur les moyens d'y arriver. Et je pense qu'on a des freins qui sont assez majeurs actuellement et qui nous empêchent de mener à bien cette mission essentielle. Je ne sais pas si on s'en reparlera. On y reviendra, je vous questionnerai là-dessus dans la deuxième partie de la table ronde. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision que vient de porter? Je suis toujours d'accord avec mes collègues. On a le droit de ne pas être d'accord aujourd'hui. Oui, donc, tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit. Moi, quand j'ai réfléchi à cette question, j'entends dans bien commun d'abord le mot bien. Et je crois que c'est important de le rappeler. Et pour moi, c'est les conditions qui vont permettre de vivre ensemble et sur lesquelles nous serions les garants. Dans bien commun, moi j'entends à la fois un sens moral, spirituel, j'entends aussi du matériel et du pratique. C'est la complexité de notre quotidien, il me semble. Pour valider, pour accompagner justement, pour être garant de ce bien commun, l'utopie serait que nos conditions de fonctionnement et nos visions soient parfaitement communes, mais ça c'est une utopie parfaite. Je dirais à la fois la formation de nos enseignants, leur capital, leur expérience, et puis leur capital éducatif, leur adhésion au caractère propre. Là aussi, on est dans la question du bien commun dans nos établissements. Et je pense que c'est tout le travail de pilote qu'on a à avoir pour garantir ce bien commun pour l'enfant. Voilà. J'ai bien aimé la définition du bien commun qui était l'enfant. On sent bien à travers vos interventions qu'il y a une adhésion à la réussite de l'enfant, mais des barrières, des contraintes, et ça tire un peu. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je me tourne vers vous maintenant. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit, ce que vous partagez, et comment vivez-vous, vous, dans votre établissement, la notion de bien commun? Comment vous la comprenez? Donc, je pense qu'on est tous dans la même situation dans cette salle. Quand on a choisi ce métier, c'est par passion. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment changer le monde, tout simplement. Donc comment, avec beaucoup de naïveté et un peu de prétention, comment on va faire pour que le monde soit meilleur? Et c'est ça qui nous a engagés dans notre profession, dans notre vocation. Après, on l'a fait comme professeur avec quelques élèves, on l'a fait dans la classe, on l'a fait avec nos collègues, on l'a fait parce qu'on nous a donné la mission dans un établissement, un petit, un plus grand, etc. Et puis toujours avec cette idée, comment faire en sorte que l'élève soit heureux, comment faire en sorte qu'on puisse le respecter, qu'il puisse réussir, comment faire pour que le bonheur puisse jaillir partout, avec toujours autant de naïveté et d'utopie. Et puis évidemment, le second volet de votre question, c'est le bien commun à Dupanloup, qui est donc coincé entre Passy, Auteuil-Neuilly, les petites balles de Roland-Garros, les ballons du Parc des Princes, dans une ZEP, pour ainsi dire, c'est-à-dire une zone d'éducation privilégiée. Comment faire pour que ce mot ait du sens? Comment faire pour que, justement, dans un univers très sélectif, élitiste, des établissements qui nous entourent, et même d'une autre, on puisse respecter chaque enfant, le faire réussir et le rendre heureux? C'est ça. Et on ne peut pas le faire sans encadrement, et donc il faut, par contagion,
amener tout le monde comme ça à respirer le bonheur, l'envie d'enseigner et amener les enfants vers leur réussite. On va faire un second tour de table. Là, je voudrais que vous me rentrez un peu plus dans ce que vous avez évoqué. Grosso modo, vous êtes assez d'accord sur la perception du bien commun, mais j'aimerais que vous me disiez comment et de quelle manière, dans vos vies professionnelles, vous rencontrez des situations où vous avez une difficulté à l'atteindre, ce bien commun, emmener vos équipes autour de ce bien commun, des moments où ça coince, où ça tire, où ça ne veut pas. Moi, je pense que pour s'intéresser au bien commun, il faut d'abord avoir le temps, parce que le bien commun, mobiliser ses troupes, c'est ça le leadership, au bout du compte, le leadership mobilisateur, c'est arriver à fédérer tous les gens autour de ce bien commun. Donc c'est tisser des liens, c'est rencontrer les élèves, les parents, travailler avec les profs, etc. Et le problème, c'est que moi j'ai le sentiment qu'on cherche à nous détourner de ça en nous assaillant sur plein de contraintes administratives. Qui vous assaille ? Tout le monde. À peu près tout le monde. Non, mais beaucoup de monde. Et c'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'on nous donne tellement de contraintes administratives, mais ce n'est pas les seules, afin que justement, on n'exerce pas ce leadership mobilisateur et fédérateur. Et moi, je pense que ça, c'est un frein. Et alors, le qui le ministère, bien évidemment. Différentes tutelles, quoi. Voilà. Les différentes tutelles, absolument. Enfin, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. C'est un peu le point commun de la fonction de manager, qui est souvent accaparée par des tâches RH, administratives, ou par des... C'est ça que vous voulez dire, ou c'est plus... Ah oui, mais là, je pense que ça atteint quand même, pour avoir vécu autre chose, ça atteint des... Enfin, c'est phénoménal, ça n'a aucun sens ce qu'on reçoit. Je ne sais pas, enfin, vous avez tous vu la lettre de rentrée au mois d'avril l'an dernier, par exemple, je pense que c'est 30 pages. Moi, je n'ai pas lu, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu vraiment. Au mois d'août, on reçoit 3 à 4 pages par inspecteur qui nous redit en gros la même chose. C'est débile. Enfin, je veux dire ça. Laissez-nous du temps justement pour nouer ces liens, pour travailler. Je pense que tout le monde, si on est là, c'est qu'on est d'accord sur le bien commun. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre la réussite scolaire ici, j'espère. Donc, laissez-nous faire un petit peu, quoi. Alors, il y a ça, puis je ne veux pas monopoliser. Puis moi, l'autre problématique que j'ai, c'est que, on le disait ce matin, le cœur de métier de nos établissements, c'est quand même l'enseignement. Et l'enseignement, encore aujourd'hui, ça va peut-être évoluer, c'est 80% dans la salle de classe. Et le problème, c'est que dans cette salle de classe, de la part des enseignants, le seul dieu émettre, c'est l'inspecteur. Et c'est assez difficile, je parle au second degré en tout cas, c'est quand même assez difficile de jouer ce rôle de leader pédagogique, qui devrait être le nôtre. Je pense que nous sommes les premiers répondants pédagogiques, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait ça. Vous n'êtes pas toujours perçu de cette façon? Non, enfin, en tout cas à l'Académie de Besançon, on a eu ce message quand même du rectorat, des inspecteurs, de nous dire que nous sommes. Donc, au niveau du ministère, je dirais que c'est assez clair. Dans la perception des enseignants, ça allait peut-être un petit peu moins. Alors, si on a de la difficulté à être perçu comme leader sur le cœur du métier, quelque part, c'est un petit peu problématique. La question de la relation avec les enseignants, elle est centrale. Hein, Sophie Lacroix, vous l'avez abordée dans votre première intervention. Oui, effectivement, je souhaitais rebondir parce que derrière, il y a vraiment pour moi la question du sens. C'est-à-dire que si on veut pouvoir travailler cette notion de bien commun, la faire vivre, ça veut dire qu'on est forcément donc, dans un pilotage qui va être participatif, collaboratif, pour travailler cette question du sens et piloté par le sens. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut plus piloter autrement que par cette question-là, c'est-à-dire par un partage des représentations, par comment dire, le fait de pouvoir construire ensemble une vision qui puisse être cohérente. Et tout ça prend énormément de temps, et toute la question qui était posée, c'est-à-dire se dire, face à toutes les missions, enfin toutes les choses auxquelles on doit répondre, quel est le temps qu'on se donne ou qu'on peut se donner pour conduire nos équipes sur cette question-là du sens. Donc, la question du recentrage parmi toutes vos activités autour du sens et cette incarnation du bien commun que cela Voilà, la question du sens et la question du lien, ça me paraît absolument fondamental. Paul Malartre parlait de l'acte de relier, je crois qu'on y est. Enfin, voilà. Michel Grimaud, vous partagez, j'ai l'impression, vous acquiescez en tout cas. Non, je ne partage pas. Ah bon, alors quand non, vous, c'est pas vous ça. dites J'ai un point de vue, je fais le même constat, mais par contre j'ai un point de vue un peu différent. Effectivement, on est victime, d'une certaine façon, d'une avalanche de réformes, de lois, de réformes pédagogiques, de lois, de normes, sécurisation, judiciarisation, bon, on se le dit dans nos formations, etc. Et puis en même temps, le savoir, il est maintenant beaucoup plus diffusé, il est beaucoup plus instantané.
Et là, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire que pour nous, il faut accepter ce monde qui est en pleine révolution. Et c'est un moment passionnant. Je pense qu'il n'y aura pas d'époque comme ça où on aura connu autant de changements entre les premières années de direction il y a 25 ans et aujourd'hui. Il y a une vraie accélération et c'est passionnant. La difficulté, effectivement, c'est comment gérer en tant que chef d'établissement cette polyvalence. Comment être finalement compétent dans tous ces domaines, continuer à être pédagogue et amener nos équipes à continuer d'y croire. Voilà. C'est ça la vraie difficulté, c'est un vrai challenge. Mais c'est là où je pense que la formation, les réseaux, les réunions, etc., les syndicats, voilà, nous aident à nous adapter à cette nouvelle donne. Sophie Lance, on a parlé du sens, on a parlé des injonctions, des différentes tutelles, des relations avec les enseignants. Oui, moi je pense que le bien commun, on le rejoint dans les postures éducatives et pédagogiques qu'on a dans nos établissements, quoi, que nous essayons d'avoir commune dans nos établissements. Et moi, la tension, elle pourrait être là. On a des équipes qui sont plurielles, et heureusement d'ailleurs, parce que je disais tout à l'heure, l'utopie, ce serait une appartenance et un référentiel commun, mais ça, ce n'est pas vrai. Chacun a son histoire et nous rejoint avec ses forces et ses faiblesses. Et je dirais autant pour les adultes que pour les élèves. Et ce bien commun à rejoindre, il va falloir que chacun soit dans un consensus, que l'acceptation du consensus, moi, c'est quelque chose qui... J'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est qu'on décide de quelque chose qui, le lendemain, est de nouveau remis en question. Donc, ça fait partie des tensions pour moi. Et puis, c'est accepter l'autre différent qui peut avoir besoin de progresser et qu'on peut accompagner vers du meilleur. Mais c'est aussi accepter l'autre de différent qui va avoir une vérité qui va bousculer mes 20 ans de pratique professionnelle et qui va peut-être m'obliger de déplacer la base. Et là aussi, on a un rôle de pilote qui n'est pas simple parce que nos enseignants, ils nous attendent. Ils attendent de voir pour qui on va prendre parti et on ne prend parti pour personne. On est plutôt sur la garantie de ce bien commun et qui va évoluer. Michel le disait bien, quoi. Je crois qu'il a, moi, depuis 30 ans de responsabilité, il a terriblement évolué et il continuera à évoluer et il faut que nos enseignants évoluent aussi. Voilà, et c'est notre rôle de pilote. Ce n'est pas une notion statique, je crois que c'est un premier point important qui vient d'être souligné autour du point commun. Et puis un deuxième point que vous dites tous, c'est que ça modifie votre posture, cette compréhension du bien commun. Que ça, finalement, vous oblige à avoir une posture peut-être plus collaborative, plus à l'écoute, à vous remettre en question. Enfin, je ne sais pas si je vais un peu au-delà de vos propos, mais avant qu'on en discute ensemble, je voudrais qu'on regarde la deuxième vidéo, justement, où cette question de la posture et de l'impact du bien commun sur ces nouvelles postures managériales est abordée. Le métier n'a pas radicalement changé. C'est les attentes qui ne sont plus les mêmes. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes, et les parents d'ailleurs, sont de plus en plus sensibles au cadre de vie, ce qui n'était pas forcément une priorité dans les années passées. On pensait d'abord pédagogie, on pensait gestion. C'est un peu comme ça qu'on est rentré dans le métier. Aujourd'hui, il faut en plus penser d'autres secteurs, développement numérique, aménagement de l'espace, c'est-à-dire aussi de penser l'espace en dehors des cours. Pas simplement l'espace de cours, mais en dehors des cours. On est dans un système quand même de plus en plus normé, de plus en plus anxiogène aussi, parfois pour certains salariés et certains de nos élèves, dans un monde où il y a des attentats, où il y a des mesures sécuritaires. Enfin, donc forcément, la vision globale du fonctionnement de l'établissement a un petit peu changé. Donc la gouvernance a changé. Et maintenant, je crois qu'il faut être un vrai professionnel du management. On a des ressources humaines à gérer, c'est ce qui prend le plus de temps bien souvent. On a aussi des jeunes avec des difficultés très différentes. On a des familles qui posent de plus en plus de questions.
et qui ne sont pas toujours faciles. Alors effectivement, le métier s'est complexifié ces dernières années. Je pense qu'au niveau du positionnement par rapport en particulier au personnel non enseignant, le rôle a beaucoup changé. Dans la gouvernance au niveau pédagogique, ça a aussi beaucoup changé avec la succession de réformes, la mise en œuvre de conseils pédagogiques, la relation qu'on pouvait avoir avec les enseignants s'est fondamentalement modifiée aussi. Les relations se sont aussi judiciarisées. Donc c'est probablement cette double évolution qu'on vit en ce moment. Il faut être probablement beaucoup plus professionnel, non pas qu'on ne l'était pas, mais le contexte change. Peut-être de mieux en mieux ou de plus en plus armé sur le terrain juridique, parce que les relations deviennent parfois compliquées. Pour ma part, le métier se professionnalise, je le vois bien au bout de 7 ou 8 ans. Et donc là où il me semble qu'on se rapproche du chef d'entreprise, ça va être sur des dominantes de droit social, ça va être sur des dominantes d'économie, de temps, de gestion, voilà, où là effectivement on a affaire à une part de notre métier qui est passionnante et pour laquelle on apprend tous les jours, qui va se rapprocher sans doute du monde du chef de l'entreprise. Nos établissements ont des comités entreprises, des CHSCT, des délégués du personnel. Par définition, on est une entreprise. Est-ce que la question, c'est de savoir quelle entreprise on est, quelle entreprise on veut être, quelle forme on a? Si on est une entreprise, est-ce que le chef d'établissement est un patron entreprise? C'est la même question. À ce moment-là, quel patron on veut être? Je ne suis pas du tout choqué par le vocabulaire. Ce qui serait choquant, c'est l'utilisation qu'on en a ou l'attitude qu'on peut avoir. Si le chef d'établissement, c'est le patron qui organise l'établissement pour que le fonctionnement soit justement dans le sens de l'intérêt du bien commun et que dans notre établissement, ce soit une entreprise où il fait bon vivre, ouais, je revendique assez bien cette position de patron. On doit respecter la vie des établissements catholiques ou les missions qui nous ont été confiées. Et c'est parfois difficile parce que les règles de gestion à côté nécessitent parfois des coupes ou nos prises de décision par rapport au management des personnes qui ne vont pas aller forcément dans le sens du bien commun. Il faut quand même faire très très attention à la nature même de nos établissements scolaires qui ne sont pas des entreprises, des entreprises marchandes, c'est pas des entreprises comme les autres. Nous, notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent, donc de toute façon... Mais bon, malheureusement, il faut en tenir compte. Puisqu'on ne peut pas faire autrement. Financièrement, on a toujours aussi besoin de faire attention. Donc, dans notre façon de gérer nos établissements, on essaye de faire comme les entreprises de plus en plus. On est en train de passer, je pense, d'un management de type vertical à un management de type horizontal, c'est-à-dire collaboratif, qu'on appelle désormais d'ailleurs leadership distribué. Ce changement, c'est un changement culturel, parce qu'il y a une remise en question de l'autorité, finalement, en tout cas de sa représentation. Donc il faut l'aborder correctement et sereinement. Et deuxièmement, le fait de confier une partie de son autorité à des collaborateurs, par exemple, ça enlève un petit peu de pouvoir. Donc il faut l'accepter. Je crois que la première crainte qu'on peut avoir à tous les niveaux, quand on travaille dans une équipe de 6 places, c'est d'avoir peur que quelque chose ne soit pas bien fait. Et cette crainte peut parfois aller jusqu'à, dans certains cas peut-être extrême, une forme d'inhibition en quelque sorte. Mais oui, en effet, la crainte qu'on peut avoir, c'est que parce qu'on ne maîtrise pas un process d'un bout à l'autre, on a peur que cela ne soit pas correct, ne corresponde pas aux attentes. C'est pour ça que ce changement de management doit s'expliquer, doit se discuter, doit se clarifier pour éviter effectivement que le chef d'établissement soit montré du doigt comme quelqu'un qui délègue tout sans rien faire. Après, effectivement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu de la formation dont on parle tant au SNEL, qui est quand même effectivement de donner les moyens à un chef d'établissement d'assumer sa mission dans les meilleures conditions possibles et avec le plus d'efficacité possible. De toute façon, le changement des modes de gouvernance, il va avec l'évolution de la société et une école n'est jamais un musée. Donc il faut qu'on s'adapte. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et l'école, même si ça doit être un lieu de résistance aussi à certaines tendances qui peuvent être néfastes de la société, c'est aussi un lieu où on s'adapte et où on apprend à l'élève à être exposé modérément à la société qui va le voir grandir. Alors, oui, vous pouvez les applaudir parce que ce sont de très belles vidéos. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si je prends appui sur
une ou deux phrases fortes. On voit bien, c'est le sens du dernier témoignage en tout cas, que l'évolution de la société, l'évolution des élèves, les conditions différentes d'exercice du métier, la judiciarisation, le caractère anxiogène, votre côté patron de vos établissements, que vous puissiez le partager ou non, tout ça, ça modifie la façon dont vous gérez vos établissements, vos relations avec vos collaborateurs, vos adjoints, la délégation, et on arrive à la notion de nouvelle gouvernance. Donc, comment cet environnement qui a changé, 15 ans déjà, est-ce que vous trouvez qu'il a particulièrement changé, ça modifie vos façons, vos modes de pilotage, et est-ce que ça vous oblige à être dans des délégations beaucoup plus fortes, dans un management plus participatif, puisque c'est le fil rouge qu'on voit dans cette vidéo. Alors, moi, ça ne fait pas suffisamment longtemps que je dirige un établissement pour pouvoir avoir ce retour-là sur les années. Cependant, la modification de la gouvernance, je l'observe dans un ensemble scolaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je n'allais pas piloter de la même manière une unité pédagogique comme une autre, parce que la demande et les besoins des enseignants ne sont pas les mêmes. Et je me suis rendu compte de ça au travers d'animations de conseils pédagogiques où j'essayais quelque part de démultiplier mes manières d'animer. Et je me suis rendu compte que les enseignants du post-bac n'attendaient pas du tout le même type de pilotage que ceux du collège et qu'il allait falloir que je différencie ma pratique managériale. Mais je dirais que comme on parle aujourd'hui de différenciation pédagogique, je crois qu'on peut aussi parler de différenciation managériale. Voilà, en tout cas un élément de réponse. C'est un élément de réponse. J'ai pas tellement le sentiment que ça ait beaucoup changé. Enfin, la façon de gérer collaborative de la délégation, je pense pas que c'est vraiment changé. C'est pas une pratique que vous avez vous au quotidien. Si. Mais c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Ce que je trouve qui a changé, c'est que l'espace de créativité, je veux dire, et donc d'autonomie et de réflexion diminue. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus on réduit la boîte, et on se retrouve à gouverner, à diriger des petites choses parce que les contraintes extérieures sont plus assez de temps. Et puis on norme tout. On parlait de la réforme du collège, moi j'aurais aimé qu'on nous dise voilà, vous avez une obligation maintenant de travailler en collaboration, en interdisciplinaire. On vous donne tant de budget par élève, et puis allez-y, réfléchissez, etc. Au lieu de ça, on a réglementé la créativité, puis on nous a dit voilà, il faut faire des EPI, et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. Alors que je pense, encore une fois, on est tous compétents et on aurait pu réfléchir avec nos équipes, mais on nous cadre. Et voilà, je trouve que c'est ça qui est extrêmement difficile. Et juste pour exercer le leadership, dans la mesure où tout est cadré, tout est normé, franchement, les marges de manœuvre sont je trouve assez limitées. D'accord. Et en termes de management de relations avec vos adjoints, par exemple, est-ce que vous avez fait évoluer vos modes de management? Oui, alors moi je fais partie des gens, je veux surtout pas être au courant de tout et ni compétent en tout. Donc je délègue et la contrepartie, c'est que je demande à ces gens-là de m'informer s'il y a des changements majeurs ou s'il y a quelque chose qui modifie, qui devrait m'allumer, donc c'est à eux. Mais non, moi je délègue énormément et je ne veux surtout pas être au courant de tout parce que sinon, voilà. Alors c'est un peu ce que j'ai remarqué ici aussi, c'est que le fait que tout est sous couvert du chef d'établissement, tout revient à nous et c'est stupide là aussi. Je veux dire... moi, je pense qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de nous. Et si justement on veut encore une fois exercer notre leadership pour le bien commun, il y a des choses, il faut que ça se passe ailleurs que chez nous. Sophie Lang. Moi, je pense que ce que je pourrais dire, c'est d'abord autant d'établissements, je dirais presque, en tout cas pour le premier degré, pour moi, autant de métiers différents. Voilà, je crois que c'est entre des temps pleins d'enseignement avec une charge de direction à temps complet, parce que j'ai jamais vu de mi-temps de direction dans une vie de chef d'établissement. À une école isolée où on passe sur les problèmes matériels, d'animation, d'accueil, de sécurité, où on gère tout parce qu'on n'a pas de personnel, à des établissements où il y a plus de confort. Alors je parle toujours pour le premier degré, plus de délégation effectivement, et où on a plus un rôle de DRH que de directeur d'école, ça c'est sûr. Bon, moi j'ai connu ces changements-là, ça dépend vraiment des établissements dans lesquels nous sommes. Moi je pense que ce qui est peut-être le dénominateur commun des 4 établissements que j'ai dirigés,
Et là où je me rends compte de l'évolution, moi, c'est le facteur du temps. Alors, j'ai horreur qu'on me dise qu'on n'a pas eu le temps. Et je demande toujours qu'on dise « je n'ai pas pris le temps » plutôt que « je n'ai pas eu le temps » parce que sinon, on se fait vite piéger. Mais c'est vrai qu'on est assailli de tâches multiples et plurielles qui nous assomment. Et ça, il y a une inflation. Là, je pense qu'il y a une inflation. Et puis alors là, c'est très personnel. Il y a aussi une question d'énergie. Moi, il y a 30 ans, j'en avais un peu plus qu'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est un phénomène assez naturel. Mais je crois que c'est un métier qui demande une grosse énergie et que voilà, il faut une très très grande implication et c'est tout à fait possible, quel que soit l'âge. Mais c'est vrai que c'est sportif. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je ne sens pas dans vos interventions. C'est une conception disons, relié à la notion d'autorité dans vos modes de pilotage. Vous n'avez même pas prononcé le mot les uns et les autres. Donc c'est plutôt ce qui se pose à chaque fois, c'est la question de la relation avec les enseignants et de l'autorité hiérarchique sur ces enseignants qui est problématique dans un établissement. Je vous laisse finir ce tour de table. Donc effectivement, l'époque a évolué, échangé, etc. Et on retrouve un petit peu comme dans une classe, celle dont je rêvais, où on descend de l'estrade et on se met à la hauteur des enfants. Là, on se met à la hauteur des enfants. On se met à la hauteur aussi de tous nos salariés. On se fait chahuter par les nouvelles lois. On se fait chahuter par le numérique, par ces adolescents qui vont bien plus vite que nous. On se fait chahuter par tout un ensemble de nouvelles données dans notre métier. Et ça, c'est déstabilisant, mais en même temps, c'est passionnant et enrichissant. Effectivement, le mode autoritaire, paternaliste, classique du chef d'établissement qui connaît tout sur tout et qui a le dernier mot à chaque discussion ou échange est révolu. Et donc on arrive aujourd'hui à un partage des responsabilités avec certainement une nécessité, c'est-à-dire d'avoir une vision à peu près claire de là où on va. Une forme d'exemplarité dans le comportement, c'est-à-dire avoir de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, cohérence entre nous, cohérence entre les équipes, et puis aussi, dans cette période perturbée, aussi, savoir donner confiance envers nos équipes, de façon à ce qu'eux aussi ne soient pas troublés par tous ces changements. Donc, confiance, cohérence, sens, retrouver du temps pour se recentrer sur le bien commun. Un grand merci pour vos interventions et votre témoignage. Et on se retrouve à 16h30.